le thème d'aujourd'hui, donc location d'équidés, obligations et responsabilités. Alors, je vous ai préparé un support qui est relativement dense, sachant qu'il y a des points que je ne vais pas forcément développer. J'ai volontairement mis toutes les références du Code civil, notamment pour les juristes qui nous écoutent. N'hésitez pas, au moment des questions-réponses, à revenir sur certains points si j'ai pas été assez précise. Forcément, le temps est limité et j'avais envie d'aborder le maximum de points, sachant que le support, vous l'aurez toujours pour la suite et vous pourrez le réutiliser. Alors, la présentation va être découpée en 3 parties. Dans un premier temps, je vais parler du contrat de location. On va effectivement passer en revue un modèle de contrat et puis je vais insister plus ou moins sur les clauses qu'on peut insérer dans le contrat et sur les points qui seront vraiment des points de vigilance. Et voilà, en tout cas, essayer de vous donner un peu les clés pour rédiger au mieux votre contrat, que vous soyez dans la position du loueur d'équidés ou du locataire. Alors oui, ça c'était plutôt la deuxième partie, sachant que juste avant, je vais aborder, mais très rapidement, la définition du contrat et les obligations respectives des parties. Et puis ensuite, dans un second temps, je parlerai des questions de responsabilité, puisqu'évidemment, dans le cadre d'une location d'équidés, on a des risques de contentieux et on verra dans quelles circonstances l'une ou l'autre des parties est susceptible d'engager sa responsabilité. Alors, juste un petit mot très rapide pour vous dire qu'évidemment, le contrat de location, c'est un contrat qui est relativement répandu dans le monde équestre. Il peut concerner autant des chevaux de loisirs que des chevaux ou des poneys de compétition. Aujourd'hui, on n'abordera pas la question des chevaux de course, tout simplement parce que le contrat de location de carrière d'un cheval de course est un contrat qui a un régime juridique particulier. Donc, potentiellement, on l'abordera dans une prochaine webconférence, mais en tout cas, j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc voilà. Alors, première partie, le contrat de location, définition, obligation des parties. Alors, ça peut paraître simple, mais c'était important de rappeler ce qu'est une location d'équidés et de donner en tout cas les 2 critères de définition. Donc, le contrat de location d'équidés est un contrat, juridiquement un contrat de louage de choses et qui est régi par les articles, vous le voyez, 1709 et suivants du Code civil. On a 2 critères pour savoir si on est dans une location. Le premier critère, c'est qu'il faut qu'un cheval, un équidé, soit mis à disposition. Et le second critère, qui est un critère cumulatif, est que cette mise à disposition doit être faite moyennant le paiement d'un prix, c'est-à-dire le paiement d'un loyer. Donc effectivement, on a bien ces 2 critères. Ça peut paraître évident, mais parfois, notamment lorsqu'on n'a pas de contrat écrit, eh bien, la frontière entre contrat de location, contrat de prêt à usage, c'est-à-dire mise à disposition à titre gratuit d'un équidé, ou encore contrat d'exploitation, peut être un petit peu flou. Donc, avant vraiment de savoir si on est dans une location, il faut s'assurer que ces 2 critères sont bien réunis. Donc, le contrat de location, comme n'importe quel contrat, crée des obligations pour les parties qui sont, vous le savez, à la fois le loueur d'équidés et le locataire. Donc le loueur, c'est celui qui met à disposition l'équidé, et le locataire, c'est celui qui l'utilise et qui paie le loyer. Plus précisément, je vous ai mis effectivement les obligations de chacune des parties. Donc le loueur s'engage à mettre à disposition du locataire un équidé qui soit en bonne santé, qui soit sain et apte à l'usage prévu au contrat. Le loueur s'engage également à ne pas perturber l'utilisation de l'équidé faite par le locataire. On parle effectivement du fait de ne pas perturber la jouissance faite par le locataire. Et le loueur s'engage à assumer les frais vétérinaires exceptionnels, effectivement, s'il y en a. Le locataire, de son côté, doit payer le montant du loyer dans les conditions prévues au contrat. Il doit utiliser le cheval dans les conditions également qui sont prévues au contrat. Il doit soigner, assurer l'entretien de l'équidé et le restituer à la fin du contrat. Alors, juste un petit mot, parce que je ne l'ai pas dit sur la diapo précédente, quand on parle de mise à disposition à titre onéreux, il faut bien distinguer le paiement des frais d'entretien de l'animal et le paiement d'un loyer. Le fait de participer, enfin d'assumer financièrement l'entretien de l'animal, de payer les frais de pension, de maréchalerie, etc., ça ne constitue pas le paiement d'un loyer.
Pour qu'on soit dans une location, il faut vraiment que le locataire assume à la fois l'entretien du cheval, mais aussi paie une somme supplémentaire qui va constituer un loyer. Si on n'a pas le paiement de cette somme supplémentaire, on bascule sur un autre régime juridique qui est celui du prêt à usage. Donc toutes les règles que je vais aborder aujourd'hui ne seront pas applicables à ce type de contrat. Alors, donc je vous propose de passer en revue un modèle de contrat. Donc, chose que je n'ai pas dite non plus, le fait de rédiger un contrat écrit n'est pas une obligation. Un contrat de location peut tout à fait être verbal. Néanmoins, il est extrêmement recommandé de faire un écrit, non seulement pour avoir une preuve de l'existence même du contrat de location, mais aussi pour pouvoir spécifier des conditions particulières. Donc c'est très important, autant pour le loueur que pour le locataire. Notamment, on va le voir sur l'usage qui va être fait du cheval, sur la durée du contrat, sur les assurances, etc. Alors, vous le savez, donc un contrat commence évidemment... Alors attendez, j'ai sauté une diapo, excusez-moi. Voilà, le contrat commence évidemment par la désignation des parties, avec le nom, l'adresse, le téléphone, le mail, la qualité de chacune des parties, loueur, locataire, et la désignation complète de l'équidé. Ensuite, on met dans le contrat ce qu'on appelle l'objet du contrat, c'est-à-dire de quel type de contrat il s'agit et quelle est la nature de l'engagement des parties. Donc là, je vous ai mis un exemple de phrase type. Alors encore une fois, ce que je vous propose, c'est simplement un modèle. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire et il faut l'adapter à vos besoins. Si jamais vous le réutilisez, c'est pas du tout quelque chose... Enfin voilà, c'est un modèle parmi d'autres. Alors, donc là, je vous ai mis par exemple, le loueur met l'équité nommée ci-dessus à la disposition du locataire, et puis on précise le montant du loyer, et surtout on précise les modalités. Est-ce que le loyer va être payé mensuellement ou annuellement? Est-ce qu'il va être payé par chèque, par virement, etc. Tout ça à préciser. Deuxième chose très importante, vous le voyez, l'usage qui va être fait de l'équidé. Il faut vraiment préciser pour quelle utilisation le cheval est loué. Est-ce qu'il va être loué pour faire de la promenade? Est-ce qu'il va être loué pour faire de la compétition? Donc voilà, pensez bien à préciser, surtout s'il y a des restrictions, si le loueur ne veut pas, par exemple, que le cheval soit utilisé pour, j'en sais rien, pour du CCE, pour du saut d'obstacle ou autre. Il faut vraiment penser à le préciser, parce que si jamais il y a un conflit qui survient en cours de location, la référence, ce sera vraiment le contrat. Donc on va se référer à ce qui avait été indiqué au contrat. Et du coup, évidemment, il faut que le contrat corresponde pleinement aux besoins de l'une et l'autre des parties au moment de la signature. Alors ensuite, dans le contrat, on peut détailler un peu les obligations des parties. Vous voyez qu'on va détailler notamment le lieu d'hébergement, en précisant, ça me paraît aussi important, que ce lieu d'hébergement ne pourra pas être modifié sans l'accord du loueur, qui est généralement le propriétaire du cheval. Et puis on peut préciser aussi les conditions d'hébergement. Est-ce qu'on veut que le cheval soit au box, au pré? Est-ce qu'on veut qu'il soit sur copeaux, sur paille, etc. Est-ce qu'il y a des obligations quant à la nourriture? Tout ça, il faut le préciser au contrat. On peut également préciser dans quelles conditions le cheval va être livré et surtout à quelle date, tout simplement pour connaître le point de départ du contrat et pour savoir à partir de quand le loyer va devoir être payé. Chose importante également, on précise bien au moment de la livraison du cheval que le loueur remet au locataire le document d'accompagnement de l'équidé, qui est tout simplement le carnet du cheval, pour avoir une preuve que le locataire a bien été en possession du carnet. Si jamais, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, au moment de la fin du contrat, le locataire soit a perdu le carnet, soit ne veut pas le restituer. Autre recommandation également, on peut procéder à une visite vétérinaire attestant de la bonne santé ou au contraire attestant de la pas forcément excellente santé ou peut-être précisant que le cheval a déjà une petite pathologie ou une fragilité ou autre en début de contrat. Ça permet au moins de savoir dans quel état le cheval a été remis et donc nécessairement dans quel état il doit être restitué à la fin du contrat. On peut ensuite faire un comparatif si jamais le cheval est rendu avec une blessure. Bon, en tout cas, ça peut être important d'avoir la preuve dans quel état, de l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'entrée en location.
Pour que cette visite vétérinaire ait valeur de preuve, il faut bien évidemment faire référence à cette visite dans le contrat et puis l'annexer au contrat de location. Toujours sur les obligations des parties, on précise la répartition des frais d'entretien du cheval. Donc généralement, je vous l'ai dit, c'est le locataire qui assume les frais de pension, les frais courants, c'est-à-dire vaccins, vermifuges, les frais de maréchalerie, les frais de compétition. Et à l'inverse, tous les frais dits exceptionnels sont à la charge du loueur. Donc comme dans le code civil, on parle de frais exceptionnels et que ce n'est pas forcément une notion très précise, on peut recommander dans le contrat de préciser la répartition des frais et on peut par exemple mettre un montant de frais vétérinaires, sachant que en deçà de ce montant, eh bien, les frais seront à la charge du locataire et au-delà, les frais seront à la charge du loueur. C'est pas une obligation, mais ça peut aussi éviter un certain nombre de litiges. Évidemment, cette répartition-là, elle fonctionne hors hypothèse d'engagement de la responsabilité des parties. Les assurances, très important. Je vous refais un petit récapitulatif des différents types d'assurances qui vont être utiles. Alors, tout d'abord, on a ce que vous connaissez à mon avis, l'assurance mortalité, invalidité et éventuellement frais vétérinaires. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire. C'est une assurance qui va permettre au propriétaire du cheval de percevoir une somme d'argent pour le cas où le risque se réalise, donc soit frais vétérinaires, soit mortalité, soit invalidité. Cette assurance-là, elle est généralement à la charge du propriétaire, donc plutôt du loueur, et elle va fonctionner sans qu'il n'y ait besoin d'identifier un responsable. Hors règle de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cheval meurt, automatiquement, sauf exclusion évidemment, l'assurance fonctionne. Deuxième type d'assurance pour le locataire, très important, il est très important pour lui de souscrire une assurance responsabilité civile en tant qu'utilisateur du cheval, donc plus précisément en tant que gardien d'équidé. Cette assurance responsabilité civile va fonctionner pour tous les dommages, va venir couvrir les dommages que le cheval est susceptible de causer à des tiers pendant qu'il est sous la garde du locataire. Et dernière assurance qui me semble indispensable, c'est une assurance individuelle accident pour le locataire qui va lui permettre d'obtenir une indemnisation si jamais il se blesse dans le cadre de l'utilisation du cheval, encore une fois sans qu'il y ait de notion de responsabilité engagée. Donc cette assurance-là, ça va passer soit par le biais d'une licence délivrée par la FFE, soit par une assurance autre souscrite auprès de n'importe quel assureur. Ensuite, dernier point important, la durée. La durée du contrat. Alors là, sachez qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi par rapport à ça. Il y a en fait deux options. Le contrat, première option, va être conclu pour une durée déterminée. Donc là, je vous ai mis une durée d'1 an. C'est qu'un exemple, évidemment. Vous pouvez tout à fait prévoir autre chose. Mais à partir du moment où on a une durée qui est indiquée dans le contrat, par principe, ne peut pas être rompu de manière anticipée. Ça veut dire que les parties doivent impérativement aller jusqu'au bout, sauf évidemment si les deux sont d'accord, si il y a un accord amiable entre loueur et locataire, ou sauf si le cheval se retrouve du jour au lendemain totalement inapte à l'usage indiqué au contrat, et dans ce cas-là, le contrat sera résilié de plein droit. Mais hors ces deux cas-là, le contrat doit forcément aller jusqu'au bout. Donc les parties en cours de location ne peuvent pas changer d'avis et décider d'arrêter la location. Elles seront tenues à leurs obligations pendant toute la durée indiquée au contrat. Deuxième option, le contrat cette fois-ci est conclu pour une durée indéterminée et là, ça veut dire que le contrat peut être rompu librement par l'une ou l'autre des parties à tout moment sans qu'il y ait de motif à donner. La seule obligation, c'est de respecter un délai de préavis qu'on va compléter et préciser dans son contrat. Donc généralement, c'est 1 mois, mais ça peut aussi être 2 mois, 3 mois, n'importe quel délai. Voilà, donc avant d'opter pour l'une ou l'autre de ces options, il faut bien réfléchir à ce qu'on envisage.
Est-ce qu'on a envie de conclure un contrat de location parce qu'on va louer ou utiliser le cheval pendant toute une saison de concours? Et dans ce cas-là, une durée d'1 an, c'est pourquoi pas, ça peut être une bonne solution. Ou est-ce qu'au contraire, on voit un contrat avec une flexibilité et une grande liberté, et là, on va plutôt choisir un contrat à durée indéterminée. Bon, très rapidement, la fin du contrat, on peut préciser la juridiction qui sera applicable en cas de litige, et puis évidemment, on termine avec la date, le lieu, les signatures, et sachez qu'on doit toujours faire autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties. Donc là, en l'occurrence, il y aura, dans la plupart des cas, 2 exemplaires, puisqu'il y aura un loueur et un locataire. Alors, il me reste quelques minutes. Je vais essayer de vous parler assez rapidement des règles de responsabilité applicables dans le cadre de la location d'équité. Alors, on va commencer par la responsabilité du loueur. Sachez tout d'abord que le loueur peut engager sa responsabilité contractuelle, évidemment, hein, puisqu'on est forcément dans le cadre du contrat de location, si jamais il loue un cheval qui est atteint d'un vice ou d'un défaut qui rend l'animal inapte à l'usage prévu au contrat. Donc ça peut être le comportement dangereux, rétif, ça peut être une pathologie vétérinaire. Voilà, le loueur a l'obligation de mettre un cheval apte à l'usage prévu au contrat à disposition du locataire. Sachez que si jamais le cheval cause un dommage au locataire, en raison justement d'un comportement dangereux, d'une pathologie vétérinaire, nanana, eh bien, le loueur peut être amené à devoir indemniser, à engager sa responsabilité, à devoir indemniser le locataire, donc l'utilisateur, s'il se blesse consécutivement justement à l'existence de ce vice ou de ce défaut. Alors moi, j'ai pas d'exemple en jurisprudence. Sachez que c'est quelque chose qui existe, mais qui en matière de chevaux est très rarement invoqué, ou en tout cas très rarement prouvé, tout simplement parce que le cheval reste un être vivant, que c'est très difficile, enfin voilà, qu'il y a forcément des risques dans la pratique de l'équitation, et que c'est très difficile pour le locataire de rapporter la preuve d'un réel défaut du cheval et d'une inaptitude. Donc voilà, je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais sachez en tout cas que potentiellement ça peut être invoqué. Autre chose, le loueur peut engager sa responsabilité si jamais il prive le locataire de la possibilité d'utiliser le cheval dans les conditions prévues au contrat pendant la durée du contrat. Donc on appelle ça une privation de jouissance de l'animal. Effectivement, cette privation de jouissance peut donner lieu à une indemnisation versée par le loueur au locataire. Alors là, cette fois-ci, je vous ai mis un exemple, une décision rendue par la Cour d'appel de Caen le 24 avril 2018, où là, on avait Madame L, exploitante d'un élevage, qui avait mis en location son étalon à Madame R, vous voyez, durée de 3 ans, cheval loué dans le but d'être utilisé pour de la reproduction, avec le paiement d'un loyer mensuel de 150 €. Madame L a suspecté que son cheval n'était pas correctement entretenu, donc elle a allégué différentes choses, notamment le fait que le cheval était hébergé au pré alors qu'il était censé être au box pendant la nuit. Elle a allégué aussi une blessure, un amaigrissement, une privation de soins, l'absence d'abri, etc. Et donc, elle a décidé de récupérer son cheval. Sauf qu'ensuite, il y a une procédure et qu'il s'avère que Madame L n'a pas réussi à prouver l'ensemble de ses manquements. Et c'est au contraire la locataire, Madame R, qui, elle, a mis en avant une privation de jouissance de l'animal, puisque la loueuse avait récupéré l'animal avant la fin du contrat de location. Et donc, c'est elle, locataire, qui a obtenu une indemnisation sur ce fondement-là. Dernière chose sur la responsabilité du loueur, vous le voyez, le loueur est tenu d'assumer les frais vétérinaires exceptionnels du cheval, conformément aux dispositions du contrat, donc ça je l'ai dit au départ, voilà, sachez que ça existe, mais là encore je n'ai pas d'exemple. Pour éviter tout conflit par rapport à ça, il vaut mieux dès le départ prévoir dans le contrat effectivement des dispositions dans ce sens. Alors on passe à la responsabilité du locataire.
Le locataire, lui, va tout d'abord pouvoir engager ses responsabilités s'il ne respecte pas l'usage qui est prévu de l'animal au contrat. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un contrat écrit et un contrat écrit bien rédigé. Donc, le locataire, lui, ne pourra pas faire une utilisation de l'animal qui sera autre que effectivement ce qui a été prévu dans le contrat. Un exemple tout simple, si le cheval a été loué pour faire la compétition en dressage, et en excluant les compétitions en saut d'obstacle et en CCE, eh bien, si jamais le locataire engage le cheval sur un complet, bien évidemment, il va engager sa responsabilité à l'égard de son loueur. Bon, sachez que si besoin, on peut tout à fait aussi, en cours de location, avec l'accord des deux parties, modifier le contrat et signer ce qu'on appelle un avenant. Le locataire peut également engager sa responsabilité en cas d'accident survenu au cheval pendant la durée de la location. Donc là, la question, c'est effectivement de savoir dans quelles conditions le locataire va être responsable si jamais le cheval loué se blesse et finalement est restitué blessé à son loueur, à son propriétaire. Donc là, sachez que pèse sur le locataire une obligation, ce qu'on appelle une obligation de moyens renforcée, donc là je m'adresse plutôt aux juristes, ce qui signifie en fait que le locataire sera présumé responsable de l'ensemble des blessures survenues au cheval loué. Donc effectivement, présomption de responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au locataire de prouver au loueur qu'il n'a pas commis de faute à l'origine des blessures du cheval, que le cheval s'est blessé dans telle et telle circonstance. Par exemple, qu'il s'est blessé, mais que c'était une blessure, on va dire, inhérente à la participation à une compétition. Je ne sais pas, je prends par exemple l'exemple d'une tendinite ou n'importe quelle autre pathologie, mais en tout cas, le locataire, il va devoir prouver qu'il a bien respecté le contrat, qu'il a correctement entretenu le cheval, qu'il ne l'a pas utilisé à outrance, et tout simplement que le cheval s'est blessé, mais qu'il a quand même mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter cette blessure, qu'il a pris toutes les précautions d'usage et précautions nécessaires, mais que malgré tout, le cheval, qui encore une fois reste un être vivant, eh bien s'est blessé. Le locataire peut aussi invoquer, pourquoi pas un cas fortuit, une force majeure, ou le fait d'un tiers, ça peut être des possibilités. En tout cas, la charge de la preuve va peser sur le locataire. Une petite parenthèse aussi, dans le cadre d'une location, le cheval peut tout à fait être mis en pension dans une écurie. Donc si jamais le cheval se blesse pendant qu'il est en pension dans l'écurie, on peut aussi avoir le régime du contrat de dépôt salarié qui s'applique, c'est-à-dire que potentiellement la responsabilité de l'écurie peut s'appliquer. Donc si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous renvoie à la webconférence que j'avais animée sur le contrat de dépôt salarié, donc sur le contrat de pension, et vous trouverez toutes les règles de responsabilité applicables dans ces circonstances-là. Un petit exemple, cour d'appel de Rennes, 28 octobre 2016. Donc là, il s'agissait d'un cheval qui était confié pour la compétition CSO. Donc un cheval, un poney, pardon, a priori je pense un poney de Grand Prix. Donc rémunération de 30 000 €, loyer de 30 000 €. Contrat conclu pour une durée d'1 an. Le poney a été restitué à ses propriétaires avant le terme, sachant que les locataires indiquaient que l'animal était atteint justement, on en parlait tout à l'heure, d'une tendinite, que le poney était inutilisable et donc qu'ils souhaitaient mettre fin au contrat de location. Les propriétaires du poney ont demandé le paiement de dommages et intérêts, c'est-à-dire une indemnisation financière compte tenu du fait que le poney avait été restitué et blessé. Qu'a dit le juge? Eh bien, il a constaté que, effectivement, l'inaptitude du poney justifiait la résiliation anticipée du contrat. Ça, je vous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la durée du contrat de location. Par contre, les locataires ont bien réussi, en l'espèce, à rapporter la preuve de leur absence de faute dans la tendinite de l'animal, parce qu'il y avait un contrat écrit et parce qu'il a bien été prouvé que le cavalier a respecté l'usage qui était prévu de l'animal au contrat et toutes les préconisations qui avaient été indiquées. Il était notamment indiqué dans le contrat
que le cavalier devait être encadré étroitement par un coach qui était précisément nommé dans le contrat, et que l'animal devait être utilisé tant de fois par semaine, etc. Donc là, on a considéré que la tendinite, malheureusement, c'était un risque, voilà, que c'était un risque inhérent à l'utilisation de l'animal, et il n'y a pas eu de responsabilité du locataire qui a été engagée. Et dernière chose, le locataire, évidemment, peut engager sa responsabilité s'il ne paye pas le loyer qui est indiqué au contrat dans les conditions prévues au contrat. Alors, juste un petit exemple là-dessus. Ça, c'est toujours la même décision. En fait, il y avait deux questions dans la décision de la Cour d'appel de Rennes que j'ai évoquée à l'instant. Donc là, en fait, le poney était loué pour un montant de 30 000 € qui était payable en 10 mensualités par le locataire. Plusieurs chèques avaient été remis en garantie des paiements mensuels prévus, sauf qu'à un moment donné, les locataires ont décidé de suspendre leur paiement en mettant en avant que le poney devenu boiteux était inutilisable et donc que le contrat était résilié et qu'ils n'avaient plus l'obligation de payer la location, enfin, le montant du loyer, pardon. Et bien là, en l'occurrence, le juge, je vous le rappelle, a constaté que l'inaptitude de l'animal justifiait la résiliation anticipée du contrat et que donc, à partir de la date de résiliation qui a été retenue, eh bien, les locataires étaient dans leur bon droit de refuser de payer la fin du loyer qui était prévu, puisque finalement le contrat avait pris fin plus tôt que prévu. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais je pense qu'en relisant la diapo, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre. Voilà, donc j'en ai à peu près terminé. Je vous ai mis les points essentiels à retenir sur cette diapo. Voilà, je suis désolée d'avance d'avoir été relativement rapide sur certains points. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je vais jeter un œil au chat.